Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Qui sera le candidat de l'Union pour la République à l'élection présidentielle togolaise de 2015? La question est en cours de discussion. Les délégués du parti au pouvoir se réunissent ce mercredi pour désigner le candidat du parti. Et sauf surprise, ce sera l'actuel président Faure Gnassingbé. La Côte d'Ivoire se mobilise contre l'apatridie. Abidjan organise la première conférence interministérielle jusqu'au 25 février. Les personnes dont la nationalité n'est reconnue par aucun État seraient au nombre de 750 000 dans la région. Création d'un indice de confiance judiciaire en Côte d'Ivoire. L'objectif est de permettre aux opérateurs économiques de disposer d'un outil leur permettant de donner en toute confidentialité leur avis sur l'institution judiciaire et ses prestations. Au Togo, la date de l'élection présidentielle est connue. Elle se tiendra le 15 avril. Le candidat du parti au pouvoir, lui, ne l'est pas encore, mais la réponse ne devrait tarder. Ce mercredi, le parti de l'Union pour la République devrait sans surprise désigner le président Faure Gnassingbé, candidat officiel à un troisième mandat. Les précisions d'Ibrahima Ndiaye. Au Togo, l'Union pour la République est en conclave ce mercredi 25 février à Kara, une ville située à 400 km au nord de Lomé, afin de désigner son candidat à la présidentielle de 2015. Sans surprise, le choix devrait se porter sur l'actuel chef de l'État, Faure Gnassingbé. Sauf surprise, ça devait être le président sortant qui probablement va accepter cette désignation puisque à ce jour, vu tout ce qui a été annoncé depuis plusieurs semaines, le bilan tel que présenté par le gouvernement et par le parti, il n'y a quasiment aucun doute sur la désignation du président sortant comme candidat de l'Union pour la République face aux 7 candidats de l'opposition qui se sont déjà déclarés. L'article 61 sur le corps électoral a été modifié ce mardi 24 février par la majorité présidentielle. Et la date du scrutin présidentiel est désormais fixée au 15 avril 2015. En réalité, la date telle que fixée correspond aux dispositions du code électoral qui donne prérogative à la CENI de proposer la date de l'élection après avoir effectivement accompli un certain nombre de tâches. Et puis, finalement, au gouvernement de prendre la décision définitive. Donc, la CENI propose et le gouvernement prend la décision. En Conseil des ministres, donc, le gouvernement peut confirmer la date proposée par la CENI, qui était donc le 21 avril, ou alors modifier cette date et en proposer une autre. C'est ce qui vient de se passer. L'opposition de son côté est pour le moment divisée. Plusieurs de ces figures ont annoncé leur volonté de briguer la magistrature suprême. Néanmoins, 6 formations politiques ont réussi à trouver pour le moment un terrain d'entente pour une candidature unique en la personne de Jean-Pierre Fabre de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement. Le scrutin présidentiel est prévu ce 15 avril au Togo. Le président sénégalais termine ce mercredi sa tournée à visée économique en Casamance. Une visite d'une semaine dans le sud du pays, au cours de laquelle Macky Sall a inauguré 2 bateaux faisant la liaison avec Dakar, mais aussi vendredi dernier à Ziguinchor, l'hôpital de la Paix. S'ajoute à cela l'inauguration d'un pont et d'une centrale électrique. Il s'agit ainsi d'une série de mesures pour désenclaver et dynamiser cette région. L'armée congolaise lance l'offensive contre les rebelles FDLR au sud Kivu. Elle a initié ce mardi une opération attendue depuis des semaines contre les rebelles hutus rwandais réfugiés dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette attaque marque donc le début officiel des opérations militaires, mais sans la mission de l'ONU. La MONUSCO et les autorités congolaises sont en désaccord sur le maintien de 2 officiers dans cette mission. Les explications d'Aminata Diak. En République démocratique du Congo, l'armée a lancé un assaut contre les combattants des forces démocratiques de libération du Rwanda ce mardi 24 février au sud Kivu. Une opération qui fait suite à la fin officielle de l'ultimatum fixé par le gouvernement pour le désarmement volontaire des rebelles hutus rwandais. En effet, le président congolais Joseph Kabila, les chefs d'État de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs ainsi que la communauté internationale avaient appelé tous les groupes armés, y compris les FDLR, à déposer les armes volontairement sous peine d'y être contraints par des opérations armées après la date butoir fixée au 2 janvier 2015. Les opérations contre les forces démocratiques de libération du Rwanda ont commencé au sud Kivu ce 24 février et vont durer aussi longtemps que ces gens vont résister.
Pour certains acteurs politiques, il ne suffit pas seulement que les rebelles rwandais déposent les armes. Nous avons demandé à ce que les FDLR, qui sont les groupes armés rwandais, rentrent chez eux à Kigali. C'est tout ce que nous avons demandé. Et nous dénonçons aussi, la délocalisation de ces militaires-là de Goma vers Kisangani. Donc il faut que cela s'arrête. Nous demandons, nous exigeons à ce que ces groupes armés des FDLR rentrent à Kigali. C'est ce que nous demandons. L'opération en cours est menée de manière unilatérale par l'armée congolaise. À la mi-février, le gouvernement avait refusé l'aide proposée par la MONUSCO. Cette dernière avait promis un soutien logistique, stratégique et opérationnel dans la lutte contre les FDLR. Manifestation contre le gaz de schiste en Algérie ce mardi. Ils étaient quelques milliers à battre le pavé dans plusieurs localités du pays en solidarité avec les villes du Sud qui sont en lutte depuis des semaines contre l'exploitation de cet hydrocarbure. L'Algérie compte investir massivement dans le gaz de schiste afin de compenser la baisse de ses revenus pétroliers, mais se heurte à l'hostilité des populations inquiètes des conséquences des forages sur l'environnement. Il serait 18 millions dans le monde à être apatrides et 750 000 dans la sous-région. Ces personnes dont aucun État ne reconnaît la nationalité sont confrontées à de nombreuses difficultés. Pour la première fois, la Côte d'Ivoire se penche sur ce sujet lors d'une conférence qui se tient à Abidjan. Kekeli Afeto. Première conférence interministérielle sur l'apatridie en Afrique de l'Ouest du 23 au 25 février à Abidjan en Côte d'Ivoire. Avec plus de 750 000 apatrides dans la sous-région, les experts auront à aborder plusieurs questions, surtout d'ordre juridique, pour freiner le phénomène. Nous avons au moins environ 1 million de personnes qui sont des apatrides en Afrique de l'Ouest sur les 10 millions à travers le monde. Et ces chiffres ne représentent que 5% des données que nous avons. Les bons élèves méritent d'être accompagnés dans cette lutte. Pour les spécialistes, des lois concrètes méritent d'être votées pour espérer juguler ce phénomène. La tâche étant considérable, ils espèrent que les gouvernements bénéficieront d'accompagnement dans la lutte contre cette gangrène. Les mesures à prendre concernant ces apatrides, il s'agit surtout des mesures d'accueil, d'intégration. En général, les pays africains, les Africains sont solidaires. Or, ce n'est pas normal qu'on ait tant de monde sans pays. Mais en même temps, il faut dire que c'est un travail très énorme, très difficile pour les pays qui nécessite une certaine coopération entre les pays. Ça peut se faire au niveau des sous-régions et en même temps de l'aide de la communauté internationale parce que c'est un domaine qui ressort au commissariat des réfugiés. Bon élève dans la lutte contre l'apatridie, la Côte d'Ivoire avait ratifié depuis 2013 les conventions internationales en la matière. Une décision et un engagement politique hautement salutaires, malgré les insuffisances au niveau des lois nationales. Le patronat ivoirien remédie au déficit de confiance entre opérateurs économiques et système judiciaire. La justice ivoirienne va faire l'objet désormais d'une évaluation annuelle à travers un indice de notation. Autrement dit, une grille de lecture annuelle sur le degré de confiance qu'accorde le secteur privé à l'appareil judiciaire. Il s'agit de mesurer le degré de confiance du justiciable et d'aboutir à une amélioration de l'environnement judiciaire. Reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Bientôt un indice de confiance judiciaire en Côte d'Ivoire. Le projet est mené par la CGCI, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, avec l'assistance technique d'un cabinet d'avocats d'affaires. L'indice permettra de mesurer le sentiment du monde des affaires vis-à-vis de l'appareil judiciaire ivoirien. La justice est notamment accusée de corruption et de lenteur dans les décisions, ce qui a un impact négatif sur l'environnement des affaires. Si les opérateurs économiques viennent dans un pays, c'est pour être sûr que dans ce pays, leurs investissements, seront sécurisés parce que les décisions de justice pourraient être profitables. C'est pour cela que nous avons sollicité un cabinet d'avocats ivoiriens pour nous bâtir un indice de confiance pour qu'on puisse, avec cet indice, voir à quel niveau on se trouve et voir quels sont les aspects qu'il faut améliorer pour nous permettre de contacter le gouvernement et puis de leur dire voilà, nous devons travailler dans telle et telle direction parce que ces points-là doivent être améliorés pour que les opérateurs puissent venir en Côte d'Ivoire et réaliser les investissements qu'il faut pour que nos jeunes aient des emplois et tout. L'indice de confiance judiciaire a été élaboré avec des questionnaires pour couvrir l'ensemble des préoccupations des opérateurs économiques dans leurs interactions professionnelles ou personnelles avec la justice en Côte d'Ivoire. Il y a un questionnaire sur chaque
aspects du déroulement de la procédure jusqu'à son exécution, sur son degré de satisfaction. Donc il y a des notations, je suis très satisfait, moyennement satisfait et jusque insatisfait ou disons même révolté. Donc voilà, il y a un certain nombre d'éléments d'appréciation, une sorte d'échelle d'appréciation en fonction des réponses qui vont être données. L'objectif de l'indice de confiance judiciaire est de rehausser à terme l'efficacité et la réputation de l'appareil judiciaire à l'image du tribunal de commerce d'Abidjan. Contrairement à la justice ivoirienne dans son ensemble, le tribunal de commerce d'Abidjan est perçu comme une institution crédible rendant des décisions justes, citant un exemple dans le monde des affaires. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.